Ce soir, on reçoit Jean-Pierre Gou. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Lucie. Alors, je vais vous présenter, moi aussi, figurez-vous. Vous avez été mathématicien, vous êtes toujours un peu dans l'âme, j'imagine, évidemment. Vous êtes aussi président de l'ONG One Home et spécialiste de la transition écologique et énergétique. Et vous êtes là ce soir pour nous parler de ceci, Révolution bleue, la petite princesse, roman qui sort demain en librairie. Exactement. C'est votre nouvelle saga après Siècle bleu. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous décrire l'intrigue? Mais alors surtout, ne nous dites pas la fin, s'il vous plaît. L'intrigue, en fait, c'est de raconter dans un roman une révolution écologique mondiale qui fonctionne. Et de mettre dans ce roman tous les ingrédients qui pourraient faire que ça marche et aussi tous les ingrédients qui pourraient faire que ça ne marche pas et de mettre les héros en situation de créer un mouvement mondial, citoyen, qui embarque tout le monde, que ça soit les entreprises, les ONG, les activistes, mais aussi ceux qui prennent soin des humains et de la nature, et de faire un mouvement mondial. Et donc les héros, c'est ça la mission qu'ils ont. Et pour faire cette transformation écologique du monde, en fait, ils doivent travailler sur l'humain et faire naître l'humanité. Donc c'est un grand message d'espoir et une grande aventure, et je le traite par le thriller. Est-ce que vous êtes un doux rêveur ou vraiment un réaliste? Alors, je suis et j'assume d'être un doux rêveur, mais je suis aussi un réaliste. Donc, dans ce livre, c'est extrêmement documenté sur la géopolitique, sur l'économie, sur les sciences, mais aussi sur les rêves, parce que je pense que notre crise écologique, c'est avant tout une crise d'imaginaire ou une crise onirique. Alors, le roman, il commence avec un astronaute, Paul Gardner, qui est l'un des personnages principaux. Il a une grande conscience, lui, de la fragilité de la Terre, et il en fait part dès le début de votre livre, notamment parce qu'il voit la Terre depuis la Lune. Ça, c'est un peu de votre roman, mais c'est un peu aussi quelque chose de très réel dans la vie pour vous, avec l'ONG. Je crois que c'est les deux, finalement, qui se réunissent là, non? En fait, les astronautes, et ça fait 25 ans que moi j'ai été émerveillé par ça, quand ils sont partis et qu'ils ont quitté la Terre et qu'ils ont vu la Terre depuis l'espace, et notamment ceux qui sont allés jusqu'à la Lune, et on n'y a pas été depuis 50 ans, on va peut-être y retourner bientôt, ils ont été émerveillés par la splendeur de la Terre. Ils ont réalisé que c'était un écrin qui était unique dans notre petit coin de l'univers. La première étoile, elle est à 4 années-lumière, donc il faudrait 10 000 générations pour y aller, 10 000 pour revenir. Donc nous, on a ça à préserver, et ces astronautes, ils sont tombés amoureux de la Terre. Et Paul Gardner, il est tombé amoureux de la Terre, et cet amour de la Terre qu'on a, ça s'appelle l'Overview Effect, et notre ONG One Home fait vivre ça. Et donc ça démarre par cet émerveillement, et il partage son rêve à l'humanité parce qu'il meurt sur la Lune. Ça, on peut le dire, c'est dans les premières pages. Et avant de mourir, il appelle à faire cette révolution bleue, et l'humanité se sent redevable vis-à-vis de lui de réussir cette transformation écologique et d'en faire un projet enthousiasmant. Est-ce que vous pensez parfois qu'on oublie de s'émerveiller de la Terre sur laquelle on vit? Alors, je pense qu'on oublie trop souvent, et notamment dans l'écologie, où tout de suite on va dans des débats de chiffres. Et pourtant, Dieu sait que je viens des chiffres. On en a fait un avant, désolé. Je vous ai écouté avant. Et avant tout, moi, je pense que les gens oublient au nom de quoi on fait cette transition écologique. On fait ça au nom de quelque chose qui est merveilleux, qui est la magie du vivant. Et avant de parler d'écologie, à chaque fois, on devrait se réémerveiller de cette magie et s'en sentir vivant nous-mêmes, parce qu'on a des discussions de machines. Et ce roman, il essaye justement de changer notre regard à la fois sur la nature, mais aussi sur l'être humain pour nous reconnecter à la magie du monde, que certains peuples n'ont pas oublié, mais que nous, les Occidentaux, on a complètement oublié. On a l'impression de vivre dans un monde inerte, alors qu'on est à l'intérieur d'une planète vivante. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que c'était très documenté, et c'est le cas, il y a notamment des données scientifiques, mais tout ça est mêlé au roman. Est-ce que ça permet de mieux les faire passer, ou peut-être de les comprendre différemment, alors pas dans leur sens, mais voilà, que ça passe mieux et qu'on comprenne mieux surtout? Moi, je suis un grand amoureux de Jules Verne, et Jules Verne avait un contrat avec son éditeur qui était d'éduquer et de divertir. Je pense que le roman, ça permet ça. Et effectivement, tout du long, il y a à la fois des sagesses très anciennes et des données extrêmement récentes scientifiques qui sont partagées. Et ça permet pour les gens qui ne les connaissent pas de les découvrir et de les mettre en situation. Et un peu comme dans un film qu'on visiterait, d'apprendre des choses tout au long. Mais pour moi, c'est aussi avant tout un laboratoire d'idées. C'est-à-dire, moi, quand je vois la difficulté de cette transition écologique, raconter un scénario où ça marche, avec toutes les embûches qu'il peut y avoir, ça peut être salvateur aussi, et on peut apprendre de ça. Et moi, je l'utilise pour croire moi-même que cette transition, elle est possible à l'échelle mondiale, et d'offrir une trajectoire. Et je vais chercher sur des choses qu'on ne va pas nécessairement voir, par exemple sur l'inconscient, sur les rêves, sur le cœur, parce que l'amour joue un très grand rôle dans ce roman. C'est une petite fille, la petite princesse, qui porte ce livre, et c'est très lié au Petit Prince, parce que c'est l'héritier, on va en parler. Mais voilà, et le
le roman permet de créer un autre univers qui donne envie. Et moi, je pense que ce monde, il n'est pas loin du nôtre. Il y a déjà des gens incroyables en France qui sont déjà là. Et donc, la Révolution bleue, elle fédère tous les collectifs qui sont déjà là en leur permettant de faire corps et d'avoir un récit commun. Et je pense que les ingrédients sont déjà là. Et les politiques, à un moment, ils devront intervenir. Mais ce récit, il sera fait par tous les amoureux de la Terre et qui, aujourd'hui, réinventent l'économie et toute une série de choses. Avec le discours que vous en faites, j'espère que vous allez l'envoyer à peu près tous les représentants de pays sur Terre, là, parce qu'ils vont nous faire la révolution après avoir lu votre roman, du coup. Alors, oui, dans le roman, il y a une présidente française qui est élue de la Révolution bleue. Le président des États-Unis bascule, mais leur principal opposant, c'est le président chinois, parce que les Chinois ont une autre ambition sur le récit planétaire et veulent justement utiliser l'écologie comme un moyen de mettre le monde à leur solde. Et donc, le grand opposant de la Révolution bleue, c'est la Chine, mais aussi tous les gens qui n'ont pas intérêt à ce que l'humanité s'unisse et se transforme. Et donc, c'est là où ça donne un superbe substrat romanesque. Il y a quand même un avertissement dès le début de votre livre, avant même d'entrer dans le roman. Je vais le lire et ça va s'afficher à l'écran pour les téléspectateurs. Vous écrivez « Les histoires auxquelles nous croyons structurent notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Certaines ont permis de coordonner l'action de centaines de millions d'humains, en particulier les mythes. Écrits à la frontière du rêve et de la réalité, à quel nouveau mythe l'humanité serait-elle prête à croire pour se sauver d'elle-même et poursuivre son évolution ?» Pourquoi est-ce que vous notez ça comme un avertissement ? Alors, un avertissement, c'est pour que les gens aient bien ça en tête, parce qu'il me semble que c'est très important. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de nouveaux récits, mais moi, je pense qu'on a besoin d'un nouveau mythe. Un nouveau mythe, c'est une histoire qui questionne qui nous sommes, quoi. Et les gens n'ont pas pris... On voit la transition écologique, par exemple, j'entendais les annonces du gouvernement que vous commentiez, comme quelque chose de technique, alors qu'en fait, quand on prend un pas de recul, vous avez une espèce qui a dépassé les limites planétaires. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 2,3 milliards d'années, lorsque les bactéries ont rempli l'atmosphère avec leur oxygène et ils ont failli oxyder la vie. Elles ont dû muter, se transformer. Et pour moi, quand on a atteint les limites de la Terre, c'est le signe d'une métamorphose de l'humanité. Et donc de se re-questionner qui nous sommes, quelle est notre place dans le cosmos, dans la Terre, quel est notre rapport entre les humains. Et ça, un mythe fondateur, ça a la chance de relier les gens entre eux. Et on a besoin d'un mythe fondateur. Et je ne crois pas que c'est avec des petites annonces sur les voitures électriques qu'on va s'en sortir. On a besoin d'un grand récit. Et ça pourra aligner tout le monde. Et mais il doit venir de qui, ce grand récit? Alors moi, je tente de le faire. Vous n'allez pas vous présenter à la présidence demain, a priori. Mais il n'y a pas besoin de président. Enfin, les récits, ils n'ont jamais été écrits par des présidents. Donc ils doivent venir des gens, de vous et moi, des de ceux qui nous auteurs, regardent. des artistes, des gens qui écrivent des histoires, des gens qui les racontent dans les films. Et c'est eux qui écrivent des grands récits, des nouveaux mythes. Et je pense que ça part des citoyens, des philosophes. Et en France, on a la chance d'avoir tout ce tissu d'intellectuels, de gens engagés, de fous rêveurs. Et ça viendra de là, ce nouveau mythe. Vous écrivez ce roman-là, je disais, c'est votre deuxième saga. Mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de créations qui empruntent un peu ce que vous faites aussi, en tout cas qui vont dans le même sens, de créer un nouveau mythe, de créer de nouveaux récits? Alors, ça commence à arriver. Le problème, c'est que souvent, quand on est extérieur à ces problématiques, on est souvent confronté aux problèmes. Les problèmes sont écrasants. On a tendance à écrire des dystopies. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la transformation écologique. Donc, ma crise de collapsologie, je l'ai eue il y a 25 ans. Et depuis, je prends mes rêves au sérieux. Donc, j'arrive à me concentrer sur les solutions et aussi les freins et d'essayer d'avoir un regard systémique. Et tous les auteurs n'ont pas ça. Mais il y a eu des tentatives. Par exemple, Kim Stanley Robinson, qui a publié Le Ministère du Futur. Obama l'a lu, le Dalai Lama l'a lu. C'est une tentative. Il y a moins de cœur, c'est plus technique, sa transformation du monde, mais il y a beaucoup de choses et donc on voit des grands auteurs qui s'intéressent à ça et je pense que c'est extrêmement important. Vous faites beaucoup de références au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Pourquoi ? Alors, déjà, c'est un livre qui a compté beaucoup dans ma vie. Et puis, c'est un livre dans lequel, quand je faisais des recherches sur quelle pourrait être l'évolution de l'humanité, j'ai trouvé quelle pourrait être l'évolution de l'humanité, un secret qui est caché sur la couverture du Petit Prince, quoi. Et qui change complètement la signification du Petit Prince. Et c'est à la recherche de ce secret que part la petite fille. Et également, en finissant d'écrire ce livre que j'avais écrit, La Petite Princesse, j'ai découvert une lettre qui a été publiée qu'en 2021, dans la correspondance entre Saint-Exupéry et sa femme, où il a promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince, et sa femme, dans une lettre qui a été publiée en 2021, lui a demandé de l'appeler La Petite Princesse. Donc elle part aussi à la recherche de La Petite Princesse, qui est ce manuscrit auquel Saint-Exupéry, pendant 6 mois avant sa mort, aurait pu réfléchir. Il y a peut-être des traces qui restent quelque part, ou au moins il est dans l'inconscient collectif, et elle cherche ce secret-là. Et Le Petit Prince, en fait,
c'est le livre le plus vendu du monde, le plus traduit du monde après la Bible. Il est partout et ils essayent d'activer. Et le mythe fondateur qui est à l'intérieur, il est basé sur le Petit Prince. Et l'interprétation que moi j'en ai, c'est le Petit Prince, c'est un grand humain sur une petite planète. Moi, j'ai toujours été intrigué sur le fait qu'il soit si grand sur une petite planète. Et en fait, le Petit Prince, si on mettait tous les humains sur les épaules les uns des autres, on serait une créature de 280 millions de tonnes. Vous avez fait le calcul, vous êtes bien mathématicien. Et donc, on serait une créature immense. En fait, le Petit Prince, c'est pas un petit humain comme nous, c'est l'humanité seule sur une planète. Et quand je dis qu'ils doivent faire naître l'humanité en tant que concept, c'est d'arriver à ce que l'humanité prenne conscience d'elle-même et vive de manière assagie avec sa planète. Et en fait, le Petit Prince est un manuel de métamorphose planétaire. Et quand il visite les différentes planètes avant d'arriver sur la Terre, il voit des collectifs humains planétaires qui sont malades. Vous avez le buveur, vous avez le vaniteux, le géographe, l'allumeur de réverbères. Et en fait, nous, notre collectif humanité, il est malade. Et il faudrait qu'on réfléchisse à quel est le projet humain. Et c'est ça voilà. Et tant qu'on n'a pas dit à quoi sert l'humanité et comment il se positionne, à quoi sert l'humanité vis-à-vis de la biosphère et du vivant, en fait, on n'arrivera pas à refonder l'écologie. Et si vous avez ce grand mythe qui peut nous fédérer, l'économie, l'agriculture, l'énergie, tout ça, ça s'aligne automatiquement avec les intérêts du vivant. Je vais vous sortir une phrase qu'on entend souvent aussi quand on parle de l'écologie, et notamment quand on en parle en termes techniques ou de mesures à adopter. On dit, bah oui, mais si nous, on fait ça français, mais que les voisins ne le font pas, à quoi ça sert ? Et la même question pour le mythe. Si nous, on se crée un mythe, mais que ce mythe ne diffuse pas ailleurs, est-ce que c'est quand même utile ? Alors, justement, tout a été conçu dans cette révolution bleue, dans le livre, pour que ça se diffuse. C'est-à-dire que les gens qui adoptent ce mode de vie sont des gens beaucoup plus heureux, c'est une révolution qui est basée sur l'enthousiasme et la créativité, et les gens ont envie de la rejoindre. Et donc, elle se diffuse, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont très bien dans le monde tel qu'il est, mais il y en a beaucoup qui souffrent, et eux, ils proposent un autre modèle de société à ceux qui souffrent. Ils sont très inclusifs et surtout, ils ne sont pas dans une dialectique du bien contre le mal. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas encore partie de la Révolution bleue la rejoindront peut-être. Et donc, elle a cet appel. Mais évidemment, les Chinois et d'autres entreprises et des groupes obscurs vont tenter de lancer des savonnettes aux héros pour que ça ne se passe pas comme ça. Et pour savoir comment ça se termine, il faut lire le livre de Jean-Pierre Gou. Ça s'appelle « Révolution bleue, la petite princesse ». On va passer à présent à votre carte verte, Jean-Pierre Gou. Vous pouvez mettre en avant une personne, une action, un collectif qui va dans le sens justement de la défense de la planète. Alors moi, il y a un collectif qui me tient à cœur, qui s'appelle Wild Legal. C'est une association qui a été fondée notamment par Marine Calmé, mais aussi Valérie Cabanès, et qui vise à former les juristes qui pourront défendre les droits de la planète, quoi. Et aujourd'hui, c'est un droit qui est très particulier, s'il n'y a pas des ONG qui vont intenter des procès à des entreprises, à des États pour défendre les droits de la planète, la planète, elle ne peut pas se défendre dans notre système qui est juridique. Et il y a eu toute une vague de Corinne Lepage et d'autres qui ont fait ça. Et eux, c'est une armée de Jedi, enfin une école de Jedi. Ils forment des jeunes avocats et des moins jeunes à ces droits-là pour pouvoir aider les ONG à intenter des procès et à faire respecter ces droits de la Terre qui sont souvent piétinés.